Alors, le planning 2021, vous le connaissez, hein, une version tous les semestres. Donc cette version est destinée à sortir en janvier 2025. Vous allez voir, on est sur une mouture assez sympa, un peu moins lourde quand même que la version 20, qui était peut-être un peu trop lourde d'ailleurs. Mais on va voir tout ça ensemble. Donc, quelles sont les principales nouveautés de cette version? Allons-y, rentrons dans le vif du sujet. D'abord, un aperçu quantitatif. Donc, la version 21, on est ici. Donc, on voit qu'en termes de fonctionnalité, on est sur, sur un niveau un peu plus bas que la V20, mais sur un niveau à peu près similaire aux versions de 16 à 19. La version a été frisée, c'est-à-dire qu'on n'ajoutera plus de nouvelles fonctionnalités à partir depuis hier, en fait. La frise, ça a été fait hier. Donc, le comptage devrait être à peu près définitif. Stats here. Donc, on voit ici que les statistiques ne sont pas encore complètes, c'est normal puisqu'on est en freeze. Donc, la version 20, elle n'est pas encore terminée. Donc, on va être sur un niveau, pour imaginer un peu ce que sera la version en définitive en termes de nombre de commits et de nombre de développeurs, qui sont nos deux indicateurs orange et violet. Il faut à peu près rajouter un tiers. Donc, on voit qu'on va être sur un nombre de commits qui va être un peu plus petit que ce qu'on avait en V20 et V19. N'oublions pas qu'on ne peut pas trop comparer ce qu'il y a avant. On peut comparer qu'à partir de la V19, puisque avant, les commits étaient pris tels quels, alors que maintenant, ils sont tous fusionnés en un seul quand une PR est émergée. Donc, ce qui a provoqué une baisse. Il faut faire à peu près un facteur x2 pour pouvoir comparer à tout ce qu'il y a avant. Voilà. Le nombre de développeurs, pareil, on peut rajouter un petit tiers pour voir le nombre au final. Donc, on va être pas loin, peut-être autour de 125, 130 développeurs différents qui auront contribué à cette version. En ce qui concerne les évolutions sur les librairies qui sont intégrées, il n'y a pas eu grand-chose dans cette version. Ce qu'on peut citer, c'est qu'on va être compatible avec PHP 8.3. On est censé... Ah, ça y est, 1, 2, 1, 2. 1, 2. On va continuer. Premier signe de faiblesse du micro. Donc, probablement même... Bon, on va faire 100. L'autre pareil. On va faire 100, ça ira aussi. Probablement même qu'on va être compatible version 8.4. Donc, j'invite tous ceux qui sont ici réunis durant ce DevCamp à basculer sur PHP 8.4 et à faire ces tests, tous les tests, le debug, tout ce que vous faites dorénavant sur Dolibar, à le faire directement en 8.4. Globalement, ça marche déjà bien, donc c'est pas impossible que ce soit au moment de la sortie, officiellement, que le support du 8.4 soit officiellement acté, puisque c'est déjà aujourd'hui plutôt, les résultats sont plutôt déjà assez satisfaisants. Alors, parmi les évolutions, on continue le travail d'amélioration de la qualité du code avec des améliorations sur la plateforme d'intégration continue. On voit que dorénavant, dans le pré-commit, donc l'outil que tout développeur se doit d'avoir installé sur son poste en local pour pouvoir valider les commits au plus tôt dans son travail de développement, donc valider ses évolutions de code. Il y a dorénavant une vérification dans le code qu'il n'y a pas des mots de passe ou ce genre de choses qui seraient intégrés. Ça, c'est une opération qui se fait dorénavant. Si vous avez bien installé le hook pré-commit, il y a une page wiki qui explique comment le faire. C'est assez simple. C'est un simple package, si vous êtes sous Linux, à installer. Un petit fichier de conf à faire et puis c'est en place automatiquement. Quand vous allez valider votre code, le sauvegarder, automatiquement il y a toute une batterie de tests. Donc il y a des tests de syntaxe, tests de faute d'orthographe, il y a pas mal de choses. Et parmi tous ces tests, il y a dorénavant maintenant, on vérifie qu'il n'y a pas de mot de passe intégré qui aurait été oublié dans le code pour faire des tests par exemple.
On abandonne une syntaxe, une écriture qui était une ancienne écriture, donc cette écriture-ci qui permettait de savoir si un module était actif ou pas. On abandonne cette syntaxe et dorénavant elle est remplacée par une nouvelle syntaxe, donc qui est en vigueur déjà depuis quelques versions. Mais la différence, c'est que dorénavant, si on essaie de coder avec cette ancienne syntaxe, ça ne passera plus du tout. C'est bloqué directement au niveau de la plateforme d'intégration continue pour tout nouveau code. Toujours dans le domaine de contrôle qualité, il y a le module de gestion des catégories sur les catégories bancaires qui a été réécrit pour pouvoir s'aligner sur la manière de faire de toutes les autres catégories. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont sous le capot, mais ça, voilà, ça permet d'uniformiser une grande partie du code pour tout ce qui était... voilà, il y avait une grande différence dans la manière dont étaient gérées les catégories des lignes bancaires. Donc maintenant, ça fonctionne comme toutes les autres catégories. La dette technique, donc c'est tout un ensemble de contrôles qui sont faits sur le code. En V20, il y avait eu un énorme chantier pour réduire cette dette technique. On était, voilà, je ne me souviens plus, mais autour de 20 000 indicateurs alertes remontés avec PHP-Stand par exemple en V19, on est passé à 5 000. Et en V21, on n'est plus que 152 et encore ça c'était au niveau 6 et maintenant on a même activé le niveau 10 de PHP-Stand, niveau 10 qui est sorti il y a quelques jours avec la version de PHP-Stand 2. Donc la dette technique est quasiment résorbée en tout cas avec PHP-Stand, pas encore tout à fait parce qu'il y a certaines exceptions qui ont été encore intégrées dans le code qu'il va falloir lever. Mais le chantier vraiment touche à sa fin. Même chose pour Fan, là encore on a encore divisé par 4 le nombre d'alertes remontées de dette technique remontées par l'outil Fan. Voilà. Donc ça c'est juste des indicateurs techniques qui servent aux développeurs. Alors ça c'est des très gros chantiers, hein. Il faut savoir que pour supprimer, passer de 10 214 à 10 213, ben, on va toucher au moins une ligne de code. Donc vous vous imaginez voilà, le nombre de lignes de code qui ont dû être changées et manuellement à chaque fois, c'est un travail laborieux qui a été fait. Alors ça a généré pas mal de frustration parce qu'on touche tellement au code, on touche tellement de fichiers que pour ceux qui font des évolutions fonctionnelles traditionnelles, ça génère beaucoup de conflits. C'est-à-dire qu'on a à peine soumis sa PR que des fois, 1 heure ou 2 heures après, la PR elle est déjà en erreur parce qu'il y a eu plein de changements qui ont été faits dans le code sur le même fichier, au même endroit. C'est-à-dire que les probabilités de rentrer en conflit sont très fortes, même si on raisonne sur une seule journée. On avait quasiment une chance sur 4 de rentrer en conflit dès la journée même où on avait posé sa contribution. Voilà, mais ça c'est un mal pour un bien, il faut le faire. Et puis on commence à arriver au bout, donc c'est un problème qui devrait ne plus arriver dans les prochaines versions. En tout cas on l'espère. Ensuite, en ce qui concerne les évolutions de sécurité. Alors, j'avais déjà présenté ces quatre paramètres qui donc sont pas vraiment nouveaux de la V21 puisqu'elles remontent à la V20. Donc avec une recommandation pour commencer déjà à les activer et à voir ce que ça donne, surtout si vous faites des modules. Principalement celle-là, si votre module n'est pas bien codé, vous pouvez avoir des problèmes. Donc la valeur par défaut actuellement 2, mais la valeur recommandée pour maximum de sécurité c'est 3. Dans toutes ces options, je ne sais pas encore laquelle, mais probablement la première, va devenir une option activée à on par défaut. Mais je vous invite là encore, comme pour le PHP 8.4, à activer ces options sur vos environnements de développement pour que tout le travail que vous faites, tout développement, tout debug, soit fait avec toutes ces options actives. Donc 1, 1, 1 et 3 pour être géré au maximum de la cible voulue. Ensuite, on a une évolution dans l'applicatif qui est une protection de deny of service, donc protection contre les sollicitations intempestives de l'application. Dorénavant, toutes les pages, en tout cas presque toutes les pages publiques,
Bon, maintenant, une protection qui est une limitation par rapport au nombre de sollicitations de l'adresse IP. Si je prends l'exemple par exemple du module ticket, le nombre de tickets que va pouvoir poster une même adresse IP dans un mois donné va être limité par un paramètre. Donc ça n'empêche pas, mais voilà, celui qui veut toujours faire un robot pour vous envoyer des faux tickets pourra toujours le faire. Par contre, il n'arrivera pas à saturer votre base. Il va tout de suite être bloqué. Pardon. Et ça, c'est une protection qui est applicative, donc qui va ne nécessiter aucune infrastructure. Ça ne remplace pas un fail to ban qui reste toujours recommandé dès lors que vous avez une infrastructure qui est exposée. Par contre, si vous n'avez pas cette infrastructure, il y aura à minima cette protection applicative qui va faire effet. Donc ça c'est pas mal pour pas mal d'utilisateurs qui n'ont pas forcément les connaissances techniques pour mettre en place des filtrages au niveau applicatif. Dans le même ordre d'idée, on va avoir une protection contre les tentatives de craquage de mots de passe par brute force, donc qui consiste à répéter plein de mots de passe différents jusqu'à tomber sur le bon. Donc là encore, il est recommandé plutôt que cette protection soit mise au niveau de l'infrastructure, par des règles par exemple comme fail to ban. Mais on peut aussi avoir cette protection, enfin c'est pas aussi maintenant à partir de la V21, on l'aura d'office obligatoirement, en plus cette protection dans le cœur au niveau applicatif. Donc on va choisir sa limitation au nombre d'échecs avant que le login se retrouve refusé. Toujours dans le domaine de la sécurité, on a un peu plus de données qui sont scriptées en base. Alors ça c'est pas nouveau, on crypte déjà en base tout ce qui est mot de passe, etc. par un cryptage non réversible, donc ça c'est assez ancien. On avait aussi du cryptage de données, mais du cryptage réversible, donc des données métiers dont on a besoin de connaître la vraie valeur initiale. Donc là on est sur du cryptage réversible parce qu'on a besoin de restituer l'information telle qu'elle était à l'origine à l'utilisateur en base de données, ou pouvoir faire des recherches, ce genre de choses sur la donnée. Donc là on est sur du cryptage réversible. Bon il y avait une certaine quantité de données qui étaient dans le scope qui était concerné. On a étendu les données également au BAN, donc au RIB en français, ou numéro de compte bancaire qui se trouve aussi crypté par cette méthode-là de manière native et obligatoire. Vous n'avez pas à vous occuper de la transition, le système saura, les anciens qui ne sont pas cryptés, il saura détecter, il saura les traiter de la même manière que les nouvelles données qui elles sont cryptées. Et puis un petit outil qui vient se rajouter, parce qu'effectivement on a des données en base, mais pour celui qui fait de la maintenance, du dépannage, c'est illisible, il ne sait même pas quelle valeur il y a en base de données. Donc il y a un petit outil pour pouvoir faire l'opération inverse qui a été ajouté, qui n'est accessible que par l'administrateur, que vous trouverez dans les options de sécurité de Dolibar, où on va mettre la valeur qui est issue de la base de données et on va trouver la valeur réelle. Toujours dans le domaine de la sécurité, on a maintenant dans l'onglet qui permet de déployer un module externe, on a une fonctionnalité qui est une case à cocher ici, qui permet de bloquer une installation si le module qu'on tente d'installer est un module qui a été recensé dans une blacklist par l'association Dolibar. Donc l'association Dolibar a la possibilité de maintenir une blacklist, donc un fichier avec toute une liste de modules, module 1, module 2, module 4, qui sont donc sur ce fichier centralisé sur le serveur de l'association Dolibar. Et lorsqu'on va installer, si on ne veut pas d'accès externe, il n'y a pas de problème, on a cette case qui sera décochée. Mais si on veut demander à l'association juste une vérification, savoir si ce module ou pas, il est dans sa blacklist, on peut le faire. Et alors ça ne veut pas dire que le module, si le système ne dit rien, ça ne veut pas dire que le module est safe. Par contre, si l'association a eu connaissance effectivement qu'un module contient un malware, par exemple, elle a la possibilité, à distance, simplement de déclarer ce module comme possédant un malware. Et automatiquement, quand on va installer, si on a cette case, on le saura dès la phase d'installation, donc le module ne pourra même pas s'installer. Ça ne vous empêche pas d'installer, il suffit de décocher la case, dire que je ne veux pas de vérification à distance,
Et dans ce cas-là, le module pourra s'installer sans aucune vérification externe. Voilà, donc ça c'est un système de blacklist qui est offert pour protéger les utilisateurs de certains modules qui seraient dans la nature et qui auraient des mauvais escients. Voilà. Ensuite, toujours dans la sécurité, il y a maintenant une architecture de Kafka. Donc ce mécanisme qui permet d'avoir un petit contrôle au niveau de la fenêtre de login, en général un code à déchiffrer, voilà, des images à identifier sur lesquelles il faut identifier les vélos, et puis voilà, on connaît tous ce système-là qu'on a dans pas mal de sites. Bien, maintenant il y a une architecture qui permet à un module externe de rajouter son propre système de Kafka. Donc il y a toujours le Kafka qui est fourni par défaut par Dolibar, qui est une simple image avec un code qui est nécessaire de recopier lorsqu'on veut se loguer, mais un module pour rajouter. Donc là j'ai mis en exemple, par exemple, un module Google pourrait rajouter son Kafka qui se baserait sur le Kafka de Google au niveau de la page de login. Et donc tout ça c'est possible juste en rajoutant grâce à des hooks qui ont été intégrés dans l'application et qui permet donc, j'ai dit c'est pas des hooks, mais bon là c'est technique, mais c'est juste un fichier dans lequel on va mettre une fonction des informations affichées sur la page de login et une fonction pour valider que la page de login et le Kafka est bon. Voilà. Donc ça c'est cette architecture qui s'appuie pas mal sur déjà l'existant, le même principe que la plupart des fonctionnalités de Dolibar, est disponible maintenant dans cette version 21. On va rentrer dans un autre chapitre maintenant, le chapitre des évolutions, des améliorations sur le look and feel, donc plus sur l'ergonomie visuelle. Donc parmi les évolutions, nous avons un nouveau type de champ, donc le champ étoile, donc qui permet d'avoir le choix sur un nombre d'étoiles. Donc là, dans l'exemple ici, on en a 5, et on va choisir entre 1 et 5 étoiles. Mais on peut tout à fait décider que c'est un choix sur 10 étoiles. Donc ce genre de champ, on peut le rajouter dans les champs personnalisés, donc les extra fields. Mais on a également la possibilité de l'avoir lorsqu'on fait un module. Lorsqu'un développeur développe un module, ce type de champ-là est disponible également, au même titre que les champs date, les champs cases à cocher, etc. Donc c'est un nouveau type qui vient se rajouter. Autre évolution, nous avons sur certains écrans, donc là j'ai pris l'exemple de la création d'un tiers, d'un client par exemple, ou d'un fournisseur. Il y avait qualifié cette fiche tiers, on allait renseigner son statut, est-ce que c'est un prospect, est-ce que c'est un client, est-ce que c'est un fournisseur. Bon, à chaque fois c'était des listes déroulantes. Liste déroulante pour dire oui ou non, il fallait faire un clic pour dérouler la liste, puis ensuite un clic pour dire oui, un clic pour dire non. Donc maintenant tout ça, ça a été fusionné en simplement 3 cases à cocher, que l'on va soit pas cocher du tout s'il est ni client, ni fournisseur, ni prospect. On va cocher les 3 s'il est les 3. Mais en gros, on passait de 4 clics obligatoires à 0 à 3 clics maximum, pour pouvoir faire la même qualification qu'auparavant. C'est un peu plus visuel également, donc c'est un peu plus sympa. Dans les fonctionnalités de Dolibar, on a la possibilité d'avoir des boutons regroupés. Donc sur les barres de menu, les écrans, un ensemble d'actions qui se rapportent à une même thématique pouvaient être regroupées dans le même bouton. Mais il y a beaucoup plus maintenant d'écrans qui exploitent cette fonctionnalité, qui n'est pas nouvelle, hein, mais qui a été implémentée dans beaucoup plus d'écrans qu'auparavant. Par exemple, dans la vue des contrats, la vue des interventions, où on va avoir tout un ensemble de fonctionnalités regroupées dans un seul et même bouton. Un truc que j'aime bien énormément, qui n'est pas très connu, qui n'est pas très utilisé, c'est la fonction des notifications. Donc dans Dolibar, on a un agenda, on peut demander une alerte, dans cet événement, on peut demander à ce que cet événement génère une notification, soit de type email, soit de type pop-up, soit éventuellement les deux. Et parmi les notifications de type pop-up, bien auparavant, le système utilisait le système des notifications pop-up du navigateur. Le problème, c'est que c'était pas très bien standardisé. Il
Firefox par exemple supportait très mal. Il affichait sa pop-up, mais si on changeait d'écran tout de suite, la pop-up elle disparaissait, on ne l'avait même pas vue en fait. Donc ça marchait pas très bien. Même Chrome qui lui respectait bien et faisait en sorte que la pop-up reste affichée jusqu'à ce que l'utilisateur clique, ben, des fois elle ne s'affichait pas parce il y avait parfois des règles de sécurité au niveau du navigateur qui étaient contraignantes, qui faisaient que cette pop-up ne s'affichait pas. Du coup, ben, la fonctionnalité n'était pas forcément bien utilisée parce qu'elle n'était pas fiable. Donc ça a été réécrit. On n'utilise plus le système qui était dépendant du navigateur, le système d'API de notification du navigateur. Et maintenant, on utilise du Dolibar natif, tout simplement. Voilà ce que donne une notification. Donc si on a mis dans l'événement un événement qui avait le DevCamp le 2 octobre à 10 h, et bien une fois qu'on est sur son Dolibar, dès que vient l'heure fatidique, et bien la pop-up va apparaître sous ce format-là, avec possibilité en cliquant d'aller directement sur la fiche en rapport avec l'événement. Et tout ça, c'est du pur HTML, CSS. Et donc ça marche, quel que soit le navigateur. Et donc aujourd'hui, on a voilà, le taux de fiabilité, on passe de 80% à 100%, et donc ça change beaucoup. Ensuite, sur les widgets de la page d'accueil, ou que l'on pouvait mettre sur certaines autres pages également, quand il n'y a pas de données, c'est simple, c'est ce widget affiché qui avait aucune donnée, mais on a maintenant directement un bouton qui permet d'arriver directement sur la fiche pour créer cet enregistrement, et ça a été implémenté sur tous les widgets. Sur le petit filtre qui permettait de sélectionner les listes des colonnes que l'on voulait voir sur son écran, je rappelle que chaque utilisateur a la liberté de choisir les colonnes qu'il veut lorsqu'il est dans une liste, et que cette sélection elle est propre à l'utilisateur, et qu'elle est même propre au dispositif qu'il utilise. Donc s'il est sur un smartphone qui choisit 3 colonnes, ça va se souvenir pour cet utilisateur-là. Par contre, s'il est sur son ordinateur de bureau, s'il a choisi 12 colonnes, il aura ces 12 colonnes. S'il revient sur son smartphone, il ne retrouvera que ces 3 colonnes qu'il a choisies. Bien maintenant, le petit dispositif qui permettait de trouver les champs que l'on voulait voir, il reste persistant pour donc la zone de recherche. On commence à avoir des nombres de champs qui sont gérés qui augmentent. Et avec les champs personnalisés, les utilisateurs, ils ont parfois la main lourde. C'est tellement facile de rajouter une info qu'on a des fois des listes très très longues. Et parfois, quand on veut retrouver ce champ pour l'afficher, c'est un peu compliqué. On utilise l'ascenseur. Donc là, on voit ici qu'on est carrément en bas de la liste. Et malgré tout, le champ de recherche qui permet de filtrer le champ que l'on chercherait se retrouve toujours visible. Une autre évolution, c'est les tooltips qui affichent les montants totaux. Donc quand on est sur l'édition d'un devis, d'une facture, d'une commande, que l'on a la notion de prix, de total, on peut passer maintenant à la souris et on va avoir le détail de ce que l'on a en base de données, c'est-à-dire le détail du hors-taxe, le détail du TVA. On sait qu'il y a certains pays qui gèrent une deuxième taxe, voire une troisième taxe, donc indépendant en plus de la TVA. Tout ce détail-là va apparaître, et on va l'avoir aussi. Donc la nouveauté, c'est qu'on l'a également sur les tarifs qui sont en multi-devises, donc qui sont dans une autre devise. On va avoir également ce niveau de détail. Donc ça permet de comprendre un peu mieux les résultats des calculs, parce qu'on n'affiche pas à chaque fois systématiquement tous les champs. Quand on est sur le formulaire d'édition, là on peut avoir le détail champ par champ qui sont en rapport avec les montants. Un système de copier dans le presse-papier qui a été un petit peu modifié. Donc quand on va mettre sa souris sur le code à copier, on va avoir le petit symbole de copier de presse-papier, on va cliquer dessus et on va avoir simplement la petite coche. Avant, on avait un message qui apparaissait qui disait valeur copiée dans le presse-papier, quelque chose comme ça. Mais ça faisait un long message et du coup, ça cassait toute la structure de la page. Et donc esthétiquement, c'était pas très joli. Maintenant, on clique pas, rien ne bouge puisque en fait l'espace pris par la petite coche verte va être la même que celle prise par le petit picto qui informe qu'on peut faire un copier-coller. La section des marges, donc pour ceux qui ont activé le module de gestion des marges, on avait sur les factures
un petit bloc qui est celui-ci, où vous voyez le détail des marges par produit, par service, avec le prix d'achat, le prix de vente, la marge que l'on avait faite. Aujourd'hui, on a on a ce petit symbole supplémentaire qui permet de cacher toute cette section pour réduire en fait l'espace pris au niveau de l'écran. Ce choix va être persistant entre les écrans. C'est-à-dire qu'à un moment on dit je ne veux pas avoir les marges, on va changer d'écran, les marges vont rester toujours sur ce mode-là. On peut à tout moment les réafficher unitairement et la recacher quand on veut. Toujours dans la série Look and Feel, l'usage maintenant c'est spécifique à l'usage sur un smartphone. Quand vous utilisiez des champs qui sont de type WYSIWYG, donc des champs où vous pouvez éditer à l'intérieur avec du contenu riche, du gras, du rouge, du bleu, des tableaux, etc. On avait tout un bandeau d'outils, d'utilitaires qui était le même que ce que l'on avait quand on est en mode bureau. Sauf que ce nombre d'icônes et d'options que l'on voit ici, il prenait pas mal de place sur un smartphone, alors qu'on n'avait pas forcément besoin tout le temps. Donc maintenant, par défaut, une zone de texte, elle n'est plus noyée par cette grosse barre qui faisait quasiment la moitié de l'écran, qui faisait qu'une zone de texte se retrouvait très bas. On a juste un petit icône, et ce qui nous permet de basculer avec la zone de saisie de texte en plein écran, et puis on va retrouver éventuellement toutes les fonctionnalités dont on a besoin. Voilà. Mais par défaut, cette barre de menu ne prend plus autant de place quand on est sur un smartphone. Les bords arrondis, voilà, donc la V21 intègre les bords arrondis. Donc là c'est une copie d'écran d'une page quelconque de Dolibar, mais ce sera effectif sur tous les écrans de Dolibar. Et on a la possibilité de choisir la force de l'arrondi, donc il y a une option maintenant dans les options d'affichage de Dolibar pour choisir le niveau d'arrondi de Dolibar. Ensuite, il y a une petite refonte des onglets qui permettaient de mettre des pièces jointes. Donc ici à gauche, vous avez à quoi ressemblait l'onglet auparavant. Donc on avait une zone pour pouvoir soumettre son fichier, une zone pour pouvoir soumettre un lien, parce qu'on pouvait gérer aussi bien des pièces jointes que des liens externes. Et puis ensuite, en dessous, on avait la liste de tous les fichiers soumis, et encore en dessous, la liste de tous les liens qui sont soumis. Donc tout ça rattaché à un objet donné. Donc ça a été simplifié avec une logique qui est un peu plus proche de la logique standard de Dolibar. Donc on a directement la liste de tous les fichiers, la liste de tous les liens externes, et puis simplement quand on veut rajouter, on va juste cliquer sur le petit plus pour rajouter un élément dans cette liste. Le seul fait de cliquer sur le petit plus va ouvrir directement la pop-up pour aller sélectionner son ou ses fichiers sur le disque dur. Donc on le voit que ça prend moins de place, et surtout on a l'intégralité des informations sur l'écran sans avoir besoin d'utiliser l'ascenseur vertical. Une autre évolution que l'on a dans Dolibar, qui n'est pas forcément exploitée encore aujourd'hui par l'application, mais qui est disponible pour tout développeur de modules, c'est que pour tout ce qui est tableau, on avait une possibilité de mettre un titre. On a maintenant la possibilité de mettre un sous-titre. Voilà, donc c'est une possibilité offerte aux développeurs de modules lorsqu'ils affichent un tableau. Auparavant, ce qu'on faisait pour compenser l'absence de cette fonctionnalité, c'est qu'on mettait juste la ligne de titre, et ensuite on remettait une phrase de texte en dessous pour expliquer ce qu'était le contenu de ce tableau, donc une sorte de petit descriptif. Ce petit descriptif va pouvoir être mis maintenant au niveau de la ligne de titre. Une autre fonctionnalité, il est possible dorénavant de mettre des conditions de vente qui seront attachées au PDF nativement dans Dolibar. Avant, il fallait passer par un module externe, donc il y en avait plusieurs. La fonctionnalité native, alors elle ne va pas aussi loin que peuvent le faire certains modules externes, mais globalement, on a la possibilité de soumettre son document des conditions générales au format PDF, et puis de lui dire je veux que ces conditions soient systématiquement attachées à toute facture ou à tout devis
ou à toute commande. Donc là, on va choisir, activer ou pas la concaténation de ce document au document standard généré. Une nouvelle fonctionnalité qui est à la fois utilisateur mais aussi développeur, c'est le module d'authentification OAuth. On a la possibilité, grâce au module d'authentification OAuth, de générer des jetons OAuth qui sont ensuite réutilisés par d'autres modules ou d'autres fonctionnalités de Dolibar. On a la possibilité de générer des jetons OAuth avec Microsoft 365, avec Google, GitHub, je ne sais plus qui d'autre. Et on a maintenant une nouvelle zone. Donc on voit ici par exemple la section pour ajouter un jeton OAuth de Google. Et on a maintenant une possibilité de mettre un jeton auprès d'un serveur OAuth dit générique. Donc générique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne connaît pas particulièrement ce serveur, donc on va connaître son URL. Et puis on va lui mettre une liste de permissions avec la syntaxe que ce serveur-là gère. On voit ici la différence, c'est Google, ben voilà, il dit bon, moi je vous propose des services OAuth d'authentification, je sais proposer toutes ces permissions. Donc on avait la possibilité de cocher. Si on prend un serveur qui est générique, on ne sait pas lequel c'est, on ne sait pas quel est son standard, donc par contre on peut avoir l'information auprès de ce fournisseur, et on va pouvoir lui mettre simplement les permissions en texte, ce qui permet de supporter n'importe quel serveur d'authentification OAuth qui n'est pas trop sophistiqué. On a ici l'exemple avec Mastodon. Voilà, on va lui mettre l'URL du serveur Mastodon, son client ID et son client secret qui est fourni par le serveur, par son compte Mastodon. Et puis on sait que voilà, Mastodon va nous dire moi je propose la permission read et write. Vous mettez read et write et ça vous permet d'obtenir un jeton. Lequel jeton va pouvoir être réutilisé ensuite dans des applications X ou Y. Mais on peut bénéficier du même système de génération de jetons, de mise à jour d'un jeton qui est expiré, de suivi, de supervision, de révocation, qui est en standard dans Dolibar. On supporte aussi la notion de multi-tenant. C'est une notion qui est vraiment propre à Microsoft Office 365 pour la gestion de ces jetons. Un truc dont je vous parle depuis longtemps, c'est le système de reporting générique. Donc l'idée du reporting générique, c'est on choisit un objet. Ici, j'ai pris l'exemple des factures. On choisit son axe X, on choisit son axe Y. Éventuellement, on choisit un troisième axe Z de regroupement. Et puis, ça sort un graphique. Ça marche. Il manquait un truc, c'est pouvoir filtrer. C'est-à-dire, je peux choisir X, je peux choisir Y. Mais j'ai mon graphique sur toute ma base. Maintenant, je ne veux analyser que les factures dont le statut est égal à 2 et qui ont été faites entre 2021 et 2022. Donc il manquait ce filtre, ça y est, c'est fait. On a la possibilité de mettre ce filtre. Donc maintenant, quand on va activer, on va aller sur utiliser ce filtre, on va avoir une petite liste déroulante qui va nous proposer tous les champs qui existent sur l'objet. On va choisir son champ, on va choisir son opérateur, supérieur, inférieur, égal, etc. Puis la valeur. Et on va l'ajouter à la liste des filtres. Et puis on va pouvoir cumuler autant de filtres que l'on veut. Donc cet outil permet de mettre autant de filtres que l'on veut, combinés par une condition et. Donc le statut est 3 et la date est supérieure à 2021 par exemple. Si on veut faire du ou, on peut aussi, mais pour l'instant ce petit composant n'est pas encore géré, il faut taper sa condition dans ce cas-là à la main. Ce qui impose de connaître les noms des champs. Donc techniquement, on sait le faire. L'avantage de cet outil, c'est qu'il n'y a pas besoin de connaître le nom des champs. Enfin, on a un nom métier, on a une liste déroulante avec tous les champs métiers qui apparaissent dans la liste. Et c'est lui qui va proposer et fabriquer automatiquement toutes les bonnes conditions comme il vont bien. Ça, c'est au point. Et donc, ça part en prod. Et vous le trouverez dans le menu Outils, Rapport personnalisé. Voilà, il va sûrement peut-être être intégré à d'autres endroits plus accessibles à terme. Par exemple, dans les statistiques de facture, on a déjà des graphiques statiques. On pourrait très bien imaginer que cet outil soit également visible par un nouvel onglet à cet endroit-là. Ça, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, il est déjà utilisable
en tout cas via un emplacement générique et unique qui est le menu outils rapport personnalisé. Je vous invite à tester. On peut choisir toute une liste d'objets standards de Dolibar. Il n'y a pas 100% des objets de Dolibar, mais le rajouter c'est assez facile pour un développeur. Ça va se faire en 2-3 lignes de code, pas plus. Ça gère également les objets qui seraient développés par vos propres modules. Donc si vous proposez des modules avec des objets particuliers, eh bien, il suffit d'implémenter un hook pour déclarer votre objet pour qu'il soit gérable et géré par cette fonctionnalité. Et ça marche très très bien. Là ici j'ai fait un cas simple avec un X et un Y, mais on peut avoir le critère de regroupement, on va avoir des niveaux de couleurs quand si on veut par exemple regrouper par un statut, on va avoir un troisième axe d'analyse Z. Donc ça c'est un projet, ça fait un moment qu'il est en gestation. Et ouais, voilà, là, ça y est, il sort. Alors il y a encore des petits trucs qui vont pouvoir être améliorés. Probablement que les étapes d'après, ça va être pouvoir la possibilité de gérer les ou directement dans le formulaire de saisie des filtres. Voilà, mais c'est déjà, en tout cas, c'est utilisable et en production en V21. Ce qu'on va avoir en plus, je ne vais pas faire le tour parce qu'il y en a plein, mais il y a plein d'API en plus, il y a plein de hooks en plus. Donc là, je vous laisserai aller voir le changelog détaillé si vous voulez vraiment la liste de toutes les API et de tous les hooks qui ont été ajoutés. Ah, autre nouveauté importante, on a une image Docker officielle. Alors on n'a pas que pour la V21, ça arrive avec la V21, mais donc c'est tout un système qui a été mis en place de génération d'images Docker et de publication sur la plateforme officielle de Docker. Donc ici on est sur docker.com. L'association possède maintenant un compte Dolibar et vous remarquez qu'on a même été référencé comme projet sponsorisé par Docker, c'est-à-dire qu'il nous donne en tant que projet open source un accès un peu privilégié avec des quotas qui sont au-delà des simples comptes gratuits en fait. Tout ça, ça nous permet de proposer une image Docker qui est générée, on va dire, presque tous les jours, dès qu'il y a des changements dans les versions. Donc on propose une image Docker pour Dolibar 15, 16, 17, 18, 19, 20 et il y aura la 21. Et puis pour les dernières, notamment la 20 ou 21, on va avoir également plusieurs combinatoires, enfin différentes versions de PHP. Voilà. Donc tout ça, c'est hébergé par Docker, mais c'est fabriqué par la plateforme d'intégration continue qui est sous le contrôle de l'association Dolibar, en tout cas du projet Dolibar. C'est un projet Docker, c'est un projet GitHub à part entière qui ne contient que les outils pour fabriquer ces images et les soumettre à Docker. Donc ça c'est une grosse nouveauté, tout est automatisé, donc il n'y a plus d'intervention vraiment humaine là-dessus. Voilà. Je voulais faire maintenant un petit mot. C'est pas propre à la version 21, c'est plus propre au système de fabrication de la version 21, mais aussi de celle à venir, sur le processus de contribution. Après la V20, on s'est lancé dans une expérimentation pour définir une équipe qui serait une équipe dédiée à la validation des pull requests. Et l'idée qu'il y a derrière, c'était qu'il y ait non pas une personne, mais N personnes. Donc là, en l'occurrence, l'expérimentation s'est faite avec 2 personnes. Mais ce qu'on a fait avec 2, on peut le faire avec 3, 4, etc. Il faut juste savoir que c'est passer de 1 à 2, c'est là que se trouve le changement. Passer de 1 à plus que 1. On va le voir après, parce qu'en fait, si on prend la branche develop qui fonctionne sur un système avec un seul merger, nous avons un processus qui est le suivant. La pull request qui est soumise par un développeur, donc sa demande d'amélioration qui est soumise. On attend un peu, il y a la plateforme d'intégration continue qui fait toute une batterie de tests en automatique. Et puis cette plateforme, elle va donner son résultat. 10 minutes, 15 minutes, des fois une demi-heure plus tard. Elle va dire c'est pas bon. Si c'est pas bon, on retourne en envoyeur, il y a une erreur. Si c'est bon, la suite peut continuer. Ensuite, il va y avoir des développeurs qui consultent le GitHub. D'ailleurs, je remercie tous ces développeurs qui consultent régulièrement les pull requests pour faire des remarques
et aider ceux qui proposent des améliorations à avoir un code, à les orienter pour avoir un code qui soit suffisamment bon en qualité pour pouvoir intégrer l'Olivar. Donc tous ces développeurs-là, ce que j'ai appelé les third-party developers, vont faire leur retour à différents moments. Ça va dépendre quand eux vont consulter. Il y en a un, ça va être le lundi, là, qui va consulter 3 jours après. Donc on a différents retours à différents moments dans le temps. Et puis il y a d'autres PR qui vont être intégrés, donc d'autres évolutions. Et ces évolutions, elles sont peut-être sur le même code, ou sur une portion de code qui est identique à celle pour laquelle la personne a fait sa première PR initiale. Donc là, ce qui va se passer, c'est que ça va générer des conflits. Il y a des conflits qui vont apparaître. Donc les conflits, ils peuvent apparaître à tout moment. C'est ce que j'ai modélisé là-dessus. Ils peuvent apparaître là, ils peuvent apparaître là. Ça va dépendre vraiment de tout ce qui est fait en dehors. Donc là, le développeur, il n'est pas vraiment responsable, dans le sens où c'est l'intégration. Ce qu'il avait fait pour lui, c'était bon, mais l'intégration du travail d'un autre, qui touche à peu près à la même chose ou qui a été faite différemment, ben, les deux ensemble, ça ne marche pas. Donc, les retours développeurs plus les retours de la machine sur les différents conflits fait que ensuite le développeur était obligé d'appliquer un fixe. Il allait corriger en fonction du travail qui posait un conflit ou des retours qui ont été faits de faire autrement. Et puis il va resoumettre. Une fois qu'il a resoumis, quelque part on repart dans un cycle ici, hein, etc. Jusqu'à ce qu'au final, le merger clique sur le bouton. Tout est bon, il n'y a plus de problème, les feedbacks des développeurs sont bien pris en compte, il n'y a plus de conflit, je clique sur le bouton. Voilà. Et donc ça, c'est le circuit qu'il y a actuellement sur la branche développe, et qui était le circuit qu'il y avait sur toutes les branches de Dolibar historiquement. On a expérimenté sur la branche V18 un autre système qui est un système à 3 approbateurs. Donc un merger plus 2 approbateurs, ce qui au final nous fait 3 validations. Ben là tout de suite on voit que le graphique il est un peu plus compliqué. Le début est le même. D'abord une pull request qui est placée. L'automatisme, la plateforme automatique qui se déclenche. Là ça ne change pas. Ça commence à changer à partir de là. C'est-à-dire qu'il faut attendre. Pendant cette phase d'attente, on a toujours les retours des développeurs que l'on avait avant, qui peuvent déjà se manifester et dire ton code, il y a ceci qui ne va pas. Il y a toujours les conflits qui peuvent arriver toujours à n'importe quel moment. Mais en plus, il y a une étape où ici, il fallait informer les 2 approbateurs. Et attention, il y a quelque chose à approuver. Donc, je vous le mets dans votre panier. Donc là, comment c'était fait? Moi, en l'occurrence, il y avait 2 solutions. Soit on mettait un tag GitHub, soit on utilisait le système des approbations de GitHub, où on peut assigner une pull request à une personne en particulier ou même à N personnes en particulier. Donc là, c'est ce que je faisais. J'assignais ces tickets à la personne 2, enfin à la deuxième approbateur et au 3e. Donc ils sont modélisés par ces traits ici. Moi, je restais sur le flux habituel, donc on se retrouve avec 3 flux en parallèle. Durant cette phase-là, il faut ensuite que les approbateurs répondent. Ils aillent valider. Donc ça intervient après un certain temps, quand la personne fait l'effort d'aller sur la plateforme pour aller consulter celles qui sont dans son panier des choses à approuver. Elle faisait son retour, toujours pendant ce temps-là, des conflits pouvaient arriver. Le délai étant plus long, les risques de conflit étaient encore plus importants. Pareil, le retour feedback pouvait être aussi plus important. Et puis, en fonction de tous ces retours, pareil, le développeur initial, il s'est retrouvé dans la même situation, il fallait qu'il corrige, qu'il réenvoie, et ensuite on reprenait le cycle comme ça, voilà. Comme avant, simplement, on a un cycle qui est un peu plus long. Ce que j'ai mis en orange, c'est la phase supplémentaire. Ce délai qui est entre là et là. Ensuite, une fois que tout est bon, l'approuveur que j'ai appelé A va approuver, va dire OK. L'approuveur va dire, le deuxième approuveur va dire OK. Et ensuite, il y a le merger. Le merger, il a reçu le go de A, il a reçu le go de B. Il ne va pas forcément tout de suite aller merger. Donc il y a encore un délai qui ne peut commencer que quand les deux ont approuvé. Donc ça, c'est encore un délai supplémentaire qui a été rajouté ici. Donc tout ça fait quoi? Fait que aujourd'hui, on n'est pas encore très efficient là-dessus, mais ça montre que les pitchs qu'il faut mettre en œuvre pour améliorer tout ça.
Et c'est pas trop compliqué, puisqu'en fait, quand on y réfléchit, ce délai-là qui vient aggraver, on va dire, le délai de traitement d'une PR, ben finalement, ça peut être fait en automatique. Et ça pourrait être réduit à quasiment 0. Puisqu'on est sur une branche particulière, une PR sur une branche, avec les actions GitHub, on peut tout à fait faire cette assignation des approbateurs en automatique. C'est pas celui qui va soumettre la PR qui va dire je la mets dans la corbeille de tel approuveur et puis de tel approuveur, parce que c'est pas son rôle. Quelque part, il n'a même pas à savoir que l'équipe qui va approuver, elle est composée de A et de B. Lui, il soumet sa PR, comme il le fait pour la branche développe. Voilà, donc c'est pas là celui qui soumet la PR qui va pouvoir le faire. Et plutôt que de le faire en manuel par une personne, là, aujourd'hui, il n'y a rien techniquement qui empêche que ce soit automatique. Donc ça, on pourrait le faire sauter. Et là, c'est pareil. À partir du moment où A a dit, pour moi, c'est OK. B a dit, pour moi, c'est OK. Et si on imagine que A dit aussi, pour moi, c'est OK, bah, il n'y a plus besoin d'attendre que ce soit le mergeur principal qui clique sur le bouton. Je veux dire, si les trois sont OK, ça peut être mergé en automatique. Il n'y a plus vraiment de raison d'avoir un geste manuel. Et donc ça, c'est pareil. Ça pourrait être une action GitHub. Dès que quelqu'un approuve, on regarde est-ce que tout le monde a approuvé, oui ou non. Si tout le monde a approuvé, on merde. Voilà. Donc là, c'est pareil, ce délai-là, bah, pour moi, il peut sauter. Donc ça, c'est les choses sur lesquelles il faudra travailler. Donc j'attends des équipes qui sont actuellement responsables de l'approbation, de la validation de la branche 18, de savoir mettre en place ces systèmes pour rendre le flux plus efficient et qui est inhérent au fait qu'on est sur un système avec N approbateurs. Si on reste, on pourrait très bien imaginer une branche V18 où il n'y a qu'un merger, ben on retombe dans ce schéma-là en fait. Hein. C'est juste que le schéma-là, c'est pas forcément le même merger, mais ce schéma il pourrait fonctionner. Mais dès qu'on veut faire du multi, et je pense que c'est pas mal d'avoir de la multi-approbation, bah il faut outiller quoi. Il faut outiller parce que le pur manuel, en fait, ça génère une surcharge de travail ici, ça génère une surcharge de travail ici, et puis ça génère du délai qu'on peut faire sauter, donc faisons-le sauter. Enfin, voilà, donc ça c'est mon retour par rapport à ce qu'on a fait pour évoluer, bah, pour essayer ensuite de passer à l'étape. Voilà, le message est passé. Honnêtement, ce circuit-là, vous prenez il y a 15 ans, c'était du 100% manuel, on était dans une situation bien pire que celle-là. Hein. C'est une question de savoir s'outiller et voilà, et avec un système d'amélioration continue, à chaque fois on rend les choses un peu plus efficientes, ce qui va permettre de répartir la charge sur plus de personnes. Je voulais faire aussi un petit rappel sur les différents repositories d'Olibar, dont vous connaissez tous celui-là, c'est là que se trouvent les sources du projet d'Olibar. J'ai évoqué le fait qu'on avait une image Docker, donc ce repository, qui est un repository du projet d'Olibar, c'est là que se trouve le code qui fabrique les images Docker et les pousse à la plateforme Docker. Donc il y a moyen de contribuer, il y a déjà plusieurs personnes qui contribuent sur ce projet-là. Ce repository ici, c'est là qu'on va retrouver toutes les ressources de l'association d'Olibar. Vous y retrouverez les flyers, les kakémonos, du source code d'outils, enfin, voilà, tout ce que fait, tout ce que produit l'association est public dans ce repository. Ce repository qui avait été ouvert il y a un moment, c'est un repository où on retrouve toutes des ressources, donc en général du code exemple, qui permet d'intégrer d'Olibar avec des systèmes extérieurs. Par exemple, c'est là qu'on va retrouver les ressources sur comment faire parler d'Olibar avec Zapier, avec NBTN. Il y a des petites librairies sur récupérer, voilà, faire des synchros avec l'OASO, enfin ce genre de choses. Voilà, il y a plusieurs petits projets déjà qui sont dedans. Donc là c'est pareil, hein, c'est ouvert à tout le monde, hein, comme le projet d'Olibar officiel.
mais c'est tout ce qui ne peut pas être dans le projet officiel et qui a vocation à gérer une problématique d'interfaçage avec un système extérieur. Même propriétaire. Il y a aussi quelques scripts exemples pour travailler sur un fichier Excel et puis l'injecter dans Dollybar par exemple. Il y a ensuite ce repository là, il n'y a pas grand chose, il y a un outil pour l'instant qui est destiné aux développeurs, mais qui est un outil qui est trop gros pour être mis dans le répertoire dev du projet officiel Dollybar, où on se limite à vraiment quelques petits outils de base. Voilà, donc ça c'est pour l'instant c'est surtout l'usage est encore très modéré de ce repository là. Et donc le nouveau repository, je l'ai dit, il y a celui qui est chez Docker qui va être synchronisé grâce à celui-là, automatiquement alimenté par celui-là. Donc je ne vais pas en parler plus, on l'a déjà évoqué. Et enfin, un autre repository qui n'existe pas, mais qui a vocation à exister, c'est le repository des modules qui ne pourraient pas être mis dans le cœur de Dollybar, mais qui ont besoin, qui sont des modules très importants, ne serait-ce que pour des obligations légales, par exemple. Et notamment l'argument qui a fait mouche, moi, pour me dire que oui, il faut un autre repository, c'est qu'il y a certaines obligations légales, le timing, le planning n'est pas forcément en phase avec le planning de livraison des versions de Dollybar. Ça peut aller plus vite, moins vite, ça doit être livré à telle date, alors que Dollybar, c'est sur un schéma de cycle de 6 mois. Donc on peut très bien imaginer que ce repository soit dédié à des modules qui auraient le soutien de toute la communauté, qui pourraient être également développés par la communauté, mais qui auraient un cycle de vie peut-être un peu différent, avec des release managers qui seraient peut-être différents, qui permettraient de proposer des fonctionnalités qui sont essentielles d'un point de vue légal ou autre, sans forcément être obligé de les mettre dans Dollybar. Et l'idée, c'est qu'on ait une fonctionnalité un peu identique à celle que l'on a déjà, mais que personne ne connaît, personne n'utilise. C'est une fonctionnalité qui avait été développée et proposée, mais qui n'a jamais été mise en avant et mise en production. Je vais vous dire après pourquoi. Donc cette fonctionnalité, c'est simple, c'est un onglet supplémentaire. Donc quand on est sur Dollybar en mode expérimental ou développe, on a cet onglet et on peut directement faire une recherche sur la place de marché Dollystore. C'est-à-dire je veux un module, je tape un mot-clé, etc. Ça va consulter Dollystore par API. Donc notre Dollystore actuel c'est du PrestaShop. Ça va consulter PrestaShop par ses API et puis ça fait une recherche. Et puis en fonction de son Dollybar, si je suis sur une version X, ça va me mettre les réponses des modules qui sont compatibles avec la version. Et puis on va pouvoir avoir un lien pour aller récupérer directement le module. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui fonctionne presque, pas assez pour être mis en production, parce qu'en fait ça s'appuie sur des API PrestaShop, et malheureusement ces API sont hyper buggées. C'est-à-dire que selon ce qu'on met là, on va avoir la réponse, ou bien on va avoir une erreur technique. Et le problème il est côté PrestaShop, donc on ne peut pas faire grand chose. Mais l'idée elle est là, c'est de pouvoir consulter une place de marché externe pour que dans Dollybar on puisse voir éventuellement des modules qui ne sont pas fournis en standard mais que l'on pourrait automatiquement installer. Et bien l'idée donc du repository que j'ai évoqué juste avant, c'est qu'on pourrait avoir cet outil là qui irait aussi à la fois taper dans Dollystore, quand on aura un Dollystore stabilisé au niveau des API, mais aussi à aller taper dans le repository des modules complémentaires qui sont non livrés en standard. Donc, et puis bien sûr, à terme, un bouton carrément installé. Aujourd'hui, le bouton c'est juste pour aller télécharger. Et donc il y a encore l'opération manuelle d'aller, on récupère le zip, il faut encore aller envoyer le zip. Mais rien n'empêche de faire les deux, d'avoir un bouton qui ferait les deux en même temps. Voilà, donc ce genre de cet outil-là, qui aujourd'hui il fonctionne au niveau de la logique, de la présentation, tout est au point. C'est juste qu'au niveau des réponses des API de PrestaShop, on a quelques soucis qu'on espère résolus lorsque on aura fait sauter le PrestaShop au profit de la place de marché Dollybar, qui est un chantier qui est en cours et qui est dans la fin.
on espère imminente. Voilà, on vise une migration du Dollister ancien vers Dollister nouveau à janvier 2025, donc dans 2 mois. Voilà. Et donc il faudra aussi en plus, dans ce genre d'outil, que ce soit celui-là ou un autre, peu importe, avoir un outil qui aille taper ensuite dans ce repository des modules quelque part officiel, mais non livré en standard. Voilà. Si vous voulez la liste complète des changelogs, parce que là j'ai pas parcouru les 183 évolutions que j'avais citées au départ, eh bien vous allez voir le fichier changelog. Vous pouvez aussi me poser des questions sur un rapport à une fonctionnalité ou une autre. J'essaierai d'y répondre. Vous avez mes coordonnées là. Donc c'est ouvert à tous, même bien après ce DevCamp, si vous voyez la présentation a posteriori.